Salut, on se retrouve comme chaque jour pour parler un petit peu de cette US Open. Aujourd'hui, quelques petites choses à dire avant de se retrouver demain pour faire les previews des quarts de finale. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Et aujourd'hui, on va commencer avec la désillusion. Coco Gauff, la tenante du titre, est tombée face à sa compatriote Emma Navarro. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore Emma Navarro, on va se la présenter. On va d'abord un petit peu parler du match comme on fait d'habitude, et puis après, on va évoquer le parcours des deux joueuses. Mais avant ça, on en a déjà parlé, Coco Gauff, elle était en difficulté, elle était en danger. Si vous avez d'ailleurs vu les précédentes vidéos, vous savez qu'on avait mis l'accent sur son pourcentage de première balle, et ça a été aujourd'hui la clé du match puisqu'elle était sous pression. À chaque fois qu'elle ne passait pas sa première balle, elle a fait 19 doubles fautes. C'est son record égalé. Match très compliqué au service pour Coco, forcément. Alors, il y a quand même une autre lecture à ça. Je voudrais aussi féliciter Emma Navarro qui, on le sait, c'est jamais simple de jouer une joueuse qui fait autant de doubles fautes car on perd un petit peu le rythme. Forcément, on a l'impression qu'à chaque fois que la première balle ne passe pas, le point va nous revenir. Alors que pas forcément, c'est pas quand même 50 doubles fautes. Oui, ça reste énorme, mais il y a eu beaucoup de points à jouer. Il fallait quand même les remporter, il fallait rester concentré. Le rythme du match était très très haché. On voit que c'était pas un excellent match en termes de niveau de jeu. 35 fautes directes pour Navarro et 60 pour Coco Gauff. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. En tout cas, le ratio n'est pas bon. 14-60 n'est pas bon, alors que Coco Gauff a fait un excellent match. Les deux joueuses, d'ailleurs, ont fait un excellent match quand elles se sont rapprochées du filet, que ce soit à la volée ou dans le petit jeu. Mais on va dire que dans les intentions, c'était trop, trop compliqué pour les deux joueuses. Ça reste quand même une très belle perf de Navarro parce que on va voir avec Jeu 7 et Math, et je le répète, Constance qui bosse derrière ce compte Jeu 7 et Math fait un boulot extraordinaire. Donc si vous avez les réseaux, n'hésitez pas à aller la suivre. Franchement, c'est incroyable. Elle sort des stats complètement folles et on va s'appuyer dans cette vidéo 2 ou 3 fois sur des stats qu'elle a pu sortir. Coco Gauff, depuis qu'elle est rentrée dans le top 10, donc depuis que c'est une joueuse aguerrie, elle a disputé 10 matchs en 3-7, 9 victoires, 1 défaite. Cette fois face à Navarro, ça ne passe pas. Donc il faut aussi souligner la performance de Navarro, car si on regarde le scénario du match, Coco Gauff était mené 1-7, un break, donc c'est déjà une performance d'être revenu, mais ce que je trouve encore plus fort justement pour Navarro, qui a un manque d'expérience, on va le voir tout de suite, c'est ses premiers grands chelems, c'est d'avoir été capable d'en remettre et de se reconcentrer pour aller au bout. On le dit, hein, c'est son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e grand chelem, donc deuxième quart de finale de suite minimum, puisque là il va y avoir un coup à jouer forcément dans ce tournoi à domicile. Pour présenter très rapidement Emma Navarro, c'est une jeune joueuse qui vient des universités américaines. Elle a gagné le championnat NCAA aux États-Unis, donc monstrueux, un peu à titre de comparaison chez les hommes. Ben Shelton a aussi gagné ce championnat. Donc voilà, c'est quand même assez révélateur d'un très gros potentiel. C'est une joueuse à suivre. Et dans ce match, il y avait une petite image que je voulais vous partager. En fait, à la fin du match, quand Coco Gauff a servi pour rester dans le match à 5-3, on a vu tous les enfants, comme d'habitude, dans tous les matchs, descendre en se disant peut-être que c'était le dernier jeu. Et donc, on va essayer de récolter quelques autographes. Et ça a un petit peu déconcentré Coco Gauff qui a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour faire son jeu de service. Ce qui est drôle, c'est que derrière, l'américaine se fera breaker. Mais voilà, c'est une image où ça peut arriver aussi pour nous dans le monde amateur où on joue et parfois on entend le juge arbitre dire vous inquiétez pas, sur le terrain numéro 2, ça finit bientôt, il y a 6-3, 5-2. Et toi, tu es là, tu te dis mais attends, ça se trouve, je vais remonter. Et Coco Gauff, peut-être qu'elle a aussi ressenti ça. Alors oui, il n'y a pas la même pression à l'US Open que dans ton petit tournoi, mais c'est des scènes assez rigolotes, je trouve. Et on continue chez les dames avec, pour le coup, une bonne déclaration d'Andy Murray, comme d'habitude, j'ai envie de dire, qui nous rappelle que la programmation du tennis est un vrai désastre. Voilà, l'argent, encore une fois, là-dedans. Mais la chinoise Zheng et la croate Vekic ont commencé leur match à 23h30 environ. Donc franchement, c'est assez fou de se dire ça. On a déjà eu ce problème à Roland-Garros. Cette fois-là, elles ont fait un très long match. Ça a fini aux alentours de 2h20. Moi, je pose une question.
où est l'équité? Où est l'équité par rapport à la joueuse ou au joueur, peu importe, qui commence son match à 15 heures, à 16 heures, à 17 heures et qui a tout le temps de faire sa partie sans se préoccuper de sa récupération, de son sommeil. Parce que là, quand le match termine à 2h20, évidemment, derrière, il y a la récupération, il y a les conférences de presse, il faut redescendre au niveau de l'adrénaline. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc cela est un énorme problème. Et à l'US Open, encore plus cette année, où, peut-être pas de chance, mais peut-être mauvaise organisation aussi, le deuxième match qui est prévu en night a presque toujours commencé vers 23 heures. C'est beaucoup trop tard. Très rapidement, on fait un petit tour du côté des hommes avec l'affiche que j'attendais, qu'on était nombreux à attendre. Et c'est Grigor Dimitrov qui s'en sort face à Andrei Roublev. Comment dire, Andrei Roublev, j'ai trouvé, donc certes, assez nerveux, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des progrès. Alors bon, Andrei Roublev, il s'est frappé la main, il s'est ouvert carrément à enseigner. Donc le médecin a dû venir et il y a eu un petit medical time-out. Mais au-delà de ça, Andrei Roublev a montré des ressources qu'il n'avait pas encore il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Et je trouve qu'il est quand même en progrès. Alors il perd ce match, mais il était mené 2-7-0. Il arrive à revenir à 2-7 partout. Et puis dans la cinquième manche, Dimitrov fait un très beau dernier set où il est sauvé en partie grâce à sa première balle de service, où il a un très haut pourcentage de premier service, ce qui lui permet d'avoir des points faciles et d'être assez serein sur la frappe qui suit, le plus sain. Mais globalement, voilà, j'ai trouvé quand même que Roublev a répondu présent, en tout cas dans sa logique de progrès qu'il nous avait annoncé depuis sa discussion avec Marat Safin et compagnie. Et puis dans les autres matchs, Tyler Fritz a fait le boulot face à Casper Ruud, alors qu'il était quand même un petit peu en danger puisqu'il était mené 1-7-0 et qu'il a eu à sauver 2 balles de break très importantes dans la deuxième manche. On a Alexander Zverev qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. Et puis Alexander Zverev, mine de rien, voilà, encore une bonne stat de jeu 7 et mat. Depuis son retour à la compétition en janvier 2023, Zverev il a disputé 17 matchs en Grand Chelem sur dur et il concède presque à chaque fois un set, au moins un set. Ça, c'est une stat vraiment à noter et à souligner. Il n'y a pas de match facile en fait pour l'Allemand. Il n'y a rien de simple. Il est toujours au combat. Alors il s'en sort encore une fois parce qu'il a un excellent pourcentage de premier service pour le coup, lui aussi, mais durant toute la partie. C'est d'ailleurs un des seuls que je trouve très bon et dans la continuité au service durant tout le tournoi. Il a des hauts et des bas dans son jeu, dans son fond de jeu, mais au service, globalement, il arrive quand même à maintenir un haut pourcentage, et en tout cas, il a un excellent pourcentage de réussite derrière sa première, et ça, c'est ultra important pour lui. Si ça baisse un petit peu, alors là, très gros danger. On a aussi le dernier match de la nuit, c'était Tiafoe Popyrin. Popyrin qui n'a pas su confirmer après son exploit, et Tiafoe qui va s'offrir un troisième quart de finale à l'US Open. Et depuis l'an 2000, c'est seulement le quatrième américain. Il rejoint une shortlist de joueurs américains qui ont réussi à faire au moins 3 quarts de finale à l'US Open. Et c'est des sacrés noms. On a Agassi, Andy Roddick et le dernier, Pete Sampras. Aujourd'hui, des belles affiches, notamment Draper. Envie de voir ce que va donner Medvedev face à Borges. Ce duel-là m'intéresse énormément. J'arrive pas vraiment à donner de favoris. Et puis le match de la night, l'affiche tant attendue, même si on en a parlé dans la vidéo précédente, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop de matchs. On va pas trop en parler. On se retrouve demain, par contre, pour faire un mini débrief des affiches du jour et surtout pour faire la preview des quarts de finale. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça m'aide énormément, à follow la chaîne pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve demain.